Il y a des intérêts nationaux qui se mêlent aux intérêts politiques, donc c'est en général assez long, mais c'est ce qui fait qu'on arrive à trouver un consensus pour des règles qui vont affecter en fait 450 millions de personnes et toutes les entreprises qui opèrent au sein de l'Union européenne. Alors autour de la table, ce qui se passe, c'est que pour parler, on lève sa pancarte, on donne la position officielle qui a été bien préparée, sur laquelle on s'est mis d'accord avant de partir. Et souvent, en fait, les négociations se font vraiment en dehors de la table. Que ton chef soit italien, ton ou ta chef d'ailleurs, soit italien, allemand, autrichien, polonais ou français, évidemment, tu vois des différences de fonctionnement. Et tu le vois aussi beaucoup avec tes collègues. Donc, il y a des, par exemple, je remarque que les Français ou les Italiens ont tendance à rester assez tard le soir, alors que les Hollandais vont partir à 17h pour aller retrouver leur famille. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Lucille Collin, 29 ans, fonctionnaire à la Commission européenne et spécialiste des questions financières, de revenir sur son parcours. Avec cet épisode, on change d'univers, puisqu'on explore la fonction publique européenne, en évoquant à la fois la spécificité de ces concours et le rôle singulier de l'Union européenne en matière économique et diplomatique sur la scène internationale. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn, à vous abonner au podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous, si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, j'ajoute que ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Lucille. Salut David. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement depuis Bruxelles à Paris pour venir parler de ton parcours. Je vais d'abord te présenter comme d'habitude. Lucille Collin, tu es née à Paris en août 1994. Tu commences le post-bac en 2012 avec des études de sciences politiques et sociales au University College London à Londres. Tu y réalises notamment 2 semestres d'échange, l'un à l'Université de Bologne en 2014 et le second à l'Université de Madrid. Et avant de valider ton bachelor degree, sur cette 4e année, 2015-2016, tu seras ambassadrice de la France au Girls 20 Summit à Pékin, en Chine, de mars à août 2016, et tu combines pendant l'été 2016 avec un stage à la représentation au Royaume-Uni au sein de la Commission européenne. Là, tu valides ton diplôme et tu poursuis tes études supérieures en intégrant en septembre 2016 le master Affaires européennes de Sciences Po à Paris, avec une spécialité tournée sur la régulation économique. Tu y feras notamment un stage au secrétariat général des affaires européennes, le SGAE, de 2 mois pendant l'été 2017, et ensuite, l'année suivante, lors de ton Master 2, à la Commission européenne, au sein de la Direction générale de la concurrence, de février 2018 à juin 2018. Tu sors diplômé de Sciences Po et tu commences le monde professionnel avec un passage éclair d'1 an en tant que consultante chez Avisa Partners dans les domaines du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Passage éclair parce qu'en même temps que tu y travailles, tu passes le concours de la fonction publique européenne, le concours AD5 généraliste, on reviendra ça surtout en partie 3 sur toutes ses spécificités, et tu le réussis, et donc tu choisis d'intégrer la DG Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés de capitaux, la DG étant entendue comme la direction générale, en septembre 2019. Tu y travailles 1 an en tant que gestionnaire des politiques de finances durables et FinTech, puis tu es attaché de presse et médias pour les services financiers pendant 3 ans, et depuis mai 2023, tu es désormais analyste économique pour le G7, G20 et les autres organisations internationales, au sein de la DG Affaires économiques et financières. Lucille, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel que tu veux partager avec nous ? Eh bien écoute, je reviendrai un peu plus loin dans mon parcours, au moment où j'étais adolescente, à 13-14 ans. Parce que je pense que c'est plutôt à ce moment-là qu'on commence à se demander ce qu'on veut faire dans la vie, quel type d'adulte on veut devenir. Et j'ai découvert une organisation non gouvernementale, une ONG internationale qui s'appelle le CISV, pour Children International Summer Villages, qui organise des colos d'été avec des enfants qui viennent de plusieurs pays du monde. Et donc cette association a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1950, par une psychologue américaine, en fait, sur une idée très simple, qui est que si tous les enfants du monde pouvaient se rencontrer en étant enfants, en fait, ils ne se feraient pas la guerre en devenant adultes. Et donc voilà, moi j'ai participé à plusieurs colos où
On organisait des activités d'éducation à la paix, au développement durable et à la résolution de conflits. Et ça a été vraiment très important dans mon parcours parce que déjà, j'ai découvert l'ambiance internationale, d'essayer de parler des langues étrangères. Moi, je ne viens pas d'un milieu international ou d'un lycée international. Donc, j'ai vraiment découvert un peu cette ambiance multiculturelle où chacun se parle un peu de son pays. Et puis, c'est là aussi où j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux mondiaux. Dans le monde, il y a des guerres, il y a plein de gens qui souffrent. Et je me suis demandé qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour participer à un monde meilleur, en toute modestie. Et il y a un moment, un souvenir qui a été assez fondateur pour moi. Quand j'avais 15 ans, donc j'ai participé à une colo internationale au Liban. Et on nous a emmenés visiter un camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth. Maintenant, c'est d'actualité. Et c'était un moment qui m'a énormément marquée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais, par mon métier, œuvrer à la paix dans le monde. Alors après, plus modestement, je me suis dit, avant de commencer par le conflit israélo-palestinien, on va commencer par mon propre continent. Et donc c'est comme ça, finalement, que je me suis dit que je voulais travailler pour l'Union européenne. D'accord, donc des colos un peu particulières où on travaille sur le processus de paix. Rassure-moi, on fait quand même quelques jeux de société, quelques jeux physiques, sportifs. Bien sûr, en fait, la magie de ces colos, et ce qui est un petit peu l'idée géniale de cette psychologue, c'est que ce sont des activités, ce sont des jeux, et en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais « learning by doing », donc l'apprentissage par l'action, où on fait faire des jeux aux enfants. Et après, alors selon l'âge, évidemment, le format peut être un peu différent. Mais après, on va les inviter à réfléchir sur ce qu'ils ont fait, sur quel était le message de l'activité en question, ce qu'ils ont ressenti, quelles émotions ils ont vécues et ce qu'ils en tirent. Et puis après, évidemment, quand on est un peu plus âgé, on fait le lien avec les enjeux du monde. Et donc, en fait, ça permet d'apprendre dans ta chair, tu vois, et de ressentir des émotions assez fortes qui vont te marquer ensuite et qui vont vraiment t'apprendre des leçons. Ça peut être sur comment est-ce que moi, dans ma vie quotidienne, je peux réduire mon impact carbone, par exemple, ou comment est-ce que je peux être plus tolérant par rapport à des gens qui sont différents. Et je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Moi, dans ma vie personnelle. Et puis, j'ai aussi été par la suite animatrice. Donc tu as retransmis aussi et j'ai organisé beaucoup d'activités. D'ailleurs, tu as continué après les 18 ans, peut-être, là, tu es devenue animatrice. Voilà, je suis devenue animatrice. Donc, j'ai emmené quatre petits-enfants français en Équateur pour représenter la France, avec une dizaine d'autres pays. Ça m'a appris pas mal de compétences aussi de gestion d'équipe, de gestion de projet. Et est-ce que c'est dans ce cadre-là, quand tu as une ambiance internationale, une ambiance anglo-saxonne, que tu vas potentiellement te diriger vers l'University College of London après le bac? Tu es au courant de ces procédures, tu te dis, ok, pourquoi pas, pour intégrer l'Union européenne, travailler à l'Union européenne, ça m'intéresse de faire dès le post-bac une grande école à l'étranger. Écoute, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est assez vrai. Alors, j'ai découvert un peu par hasard la University College London, en fait parce que moi, au lycée, je voulais faire Sciences Po. Justement, avec toutes ces expériences un peu internationales, je me suis dit, moi, je suis intéressée par l'histoire, par l'économie, par la géopolitique, je veux faire Sciences Po. Et j'ai découvert qu'il y avait un double diplôme entre Sciences Po et donc UCL, avec un focus un peu européen. Et je me suis dit, en plus de passer le concours, on ne sait jamais, je vais aussi essayer de tenter le double diplôme comme une autre porte d'entrée possible. Et donc, je suis allée passer des entretiens et des tests à Londres pour essayer de rentrer dans ce double diplôme. Finalement, je n'ai pas été prise au double diplôme, mais j'ai tellement aimé l'ambiance et les gens que j'ai rencontrés à Londres. En fait, je me suis sentie comme au CISV, donc comme dans ces colos internationaux dont je te parlais tout à l'heure. Et je me suis dit, mais c'est là que je dois être, en fait. C'est ça qui me plaît. Et finalement, j'ai quand même passé le concours de Sciences Po que j'ai eu, d'ailleurs. Et après avoir passé, 2 ans de mon lycée à préparer le concours, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de partir. Tu fais le choix de refuser Sciences Po, donc pas forcément quelque chose de très commun. Mais qu'est-ce que tu trouves à Londres pendant ces 4 ans ? Écoute, ce qui m'a le plus marqué, et notamment pour la suite de mon parcours, c'est que c'était les gens. En fait, c'était mes amis.
C'était comme un Erasmus avant l'heure, où donc, je suis partie de chez moi à 18 ans pour aller vivre dans un pays étranger. J'étais pas complètement bilingue en anglais non plus, hein, donc ça a été un petit choc quand je suis arrivée. T'avais quel niveau en anglais à peu près à cette époque-là? J'avais un bon niveau d'anglais. B2? B2? C'est C1. B2, C1, mais j'ai appris l'anglais au lycée. J'ai pas de parents binationaux. J'ai pas été dans un lycée international. Voilà, j'ai appris l'anglais à l'école comme tout le monde, en regardant des séries. Et évidemment, le fait d'aller dans ces colos internationales l'été, ça a évidemment beaucoup aidé. Mais pour moi, c'était quand même pas anodin de partir faire mes études en Angleterre. Pour revenir à ta question, ce qui m'a vraiment marqué, c'était que mes meilleurs amis à Londres, ils étaient allemands, italiens, anglais, même si comme j'étais dans un cursus assez pro-européen, il n'y en avait pas beaucoup, ukrainiens, enfin, c'était vraiment... voilà, pour moi, j'avais l'impression de me retrouver dans cette ambiance internationale qui me faisait tellement rêver. Et c'était la rencontre des cultures, donc on était tous passionnés de politique, on se parlait de ce qui se passait dans nos pays, donc on découvrait un petit peu la culture, la politique des pays des uns des autres. Et ça m'a fascinée en fait de découvrir cette diversité qu'on avait en Europe, de systèmes politiques, de systèmes de pensée. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est vraiment l'ambiance où je me retrouve. Et je me voyais pas du tout en fait retourner vivre et travailler dans un monde franco-français. Est-ce que c'est une ambiance que tu retrouves dans les institutions européennes, à la Commission? Carrément, carrément. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que aujourd'hui mes collègues, ils sont italiens, allemands, polonais. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Et voilà, quand on voit qu'il y a des élections en Hollande ou en Pologne, au-delà de ce qu'on peut lire dans la presse, moi, je vais voir mes collègues et je leur demande ce qu'ils en pensent. C'est quelque chose qui, pour moi, est très enrichissant. En parlant justement d'expériences enrichissantes, en 2016, lors de ta 4e année à Londres, tu participes dans la délégation du sommet Girls 20 à Pékin. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, c'est une organisation qui aujourd'hui s'appelle FORA, qui vise à augmenter la participation des jeunes femmes dans le monde de la prise de décision, que ce soit dans les entreprises ou dans les grands sommets internationaux. Et donc, j'ai représenté la France à ce sommet international qui était organisé en marge du G20. Donc, en marge du G20, il y a pas mal d'organisations citoyennes qui se rencontrent. Par exemple, on a le Business 20, le B20. C'est des grandes entreprises des 20 plus grandes économies du monde qui se rencontrent pour faire des recommandations politiques aux dirigeants des pays du G20. Et donc, moi, j'ai représenté la France au Girls 20 Summit, donc au sommet des jeunes femmes. On était donc une jeune femme de chaque pays du G20 entre 18 et 23 ans à être sélectionnée pour représenter notre pays. Et on a eu droit à un parcours de formation de plusieurs mois en communication, en leadership et en stratégie, avant de toutes se rencontrer donc à Pékin, puisque cette année-là, la Chine avait la présidence du G20. Donc on s'est toutes retrouvées à Pékin en 2016 pour élaborer des recommandations politiques sur comment augmenter la part des femmes dans le marché du travail. Parce que c'est démontré par de nombreuses études qu'en augmentant la part des femmes qui travaillent dans un pays, ça permet plein de bonnes choses, à commencer par le développement humain, parce que le salaire d'une femme est beaucoup plus réinvesti par rapport au développement de sa famille, de ses enfants, de sa communauté. Donc on a publié un communiqué avec des recommandations pour encourager la participation des femmes au marché du travail. Et est-ce que ça a été suivi des faits? Est-ce que vous avez pu rencontrer des autorités gouvernementales, des représentants, des fonctionnaires là-bas, pour justement leur présenter ce communiqué? Alors, on a rencontré pas mal de monde en Chine quand on y était. Et puis après, chacune en rentrant, c'était notre responsabilité d'aller porter ces recommandations auprès des décideurs de notre pays. Donc, je suis allée à la DG Trésor au sein du ministère de l'économie français pour aller leur présenter nos recommandations. Et en plus de ça, je suis aussi allée les présenter au maire de ma modeste ville de banlieue parisienne, qui a fait un petit article dans la presse locale. Donc voilà, ma grand-mère a été très fière. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu partagé l'information. Après, c'est un sujet qui est encore aujourd'hui à l'agenda du G20. D'ailleurs, cette année, le G20 a créé un nouveau groupe de travail, une nouvelle task force sur la prise de pouvoir des femmes, l'empowerment des femmes, que ce soit au niveau économique ou sociétal.
Donc en 2016, déjà sur ces sujets-là qui se retrouvent encore plus aujourd'hui. Quand tu arrives à Sciences Po, comment se passe un peu ton intégration ? Est-ce que d'ailleurs tu peux poursuivre un petit peu ce travail que tu as initié sur la place des femmes ? Et forcément, je suppose que tu es dans ton élément quand tu arrives à Sciences Po avec ce bagage un petit peu culture anglo-saxonne et cette approche des institutions européennes ? Mais écoute, j'ai adoré mes 2 années à Sciences Po, qui en fait ont été 1 année et demie parce que ça s'est terminé par un stage de fin d'études en dehors des murs de Sciences Po. Donc, ce que j'ai adoré, c'était toutes les assos et tout ce qu'on pouvait faire en dehors de cours. Alors évidemment, les cours étaient top aussi, mais en revenant, du coup, j'étais vraiment... je revenais de cette expérience en Chine. Donc j'ai rejoint l'association Politiquelle à Sciences Po qui s'occupe de promouvoir la place des femmes en politique, ce qui était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, à l'époque, j'ai créé un programme de formation pour les étudiantes de Sciences Po en master pour les aider à entrer dans le monde du travail avec les meilleurs outils possibles. Donc, j'avais organisé des petites formations de négociation salariale, par exemple, de communication, de comment apprendre à gérer sa propre communication d'une certaine manière. Et puis, il y avait pas mal de rencontres avec des femmes dirigeantes en entreprise. Donc, j'essaie de poursuivre un peu cet engagement pour l'égalité femmes-hommes qui était assez important pour moi. Et puis, alors, je suis arrivée en master Affaires européennes, donc j'ai retrouvé cette ambiance très internationale, avec des étudiants qui venaient de l'Europe entière, voire du monde entier. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ouais. Pour autant, tu te spécialises un peu dans la régulation économique, et aujourd'hui, avec tes missions, c'est vraiment tourné service financier. Comment tu as opéré ce basculement ? Ben, je me suis dit, j'ai passé 4 ans à faire pas mal de matières, un peu de droit, un peu d'économie, un peu de philosophie, un peu de relations internationales. Je me suis dit qu'il fallait quand même, justement, avant de rentrer sur le marché du travail, développer des compétences peut-être un peu plus spécifiques. Donc effectivement, je me suis spécialisée en régulation économique, donc c'était des cours de droit et d'économie. J'ai notamment découvert le monde du droit de la concurrence qui m'a passionnée. À l'époque, on parlait beaucoup des grands cas Google, donc comment en fait on peut réguler le monde des grandes plateformes et de la big tech, donc des grandes entreprises de la technologie, surtout américaine, par le monde de la concurrence. Ce qui était un peu le débat de l'époque, qui est toujours d'actualité. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. D'accord, donc plutôt régulation économique après sur l'aspect métier principal, mais voilà, au regard de tes expériences, tu continues, toi, à côté, à t'engager sur la place des femmes dans la vie active et de manière générale. Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui reste assez important pour moi, que j'ai continué un peu à porter comme engagement personnel. Je n'avais pas spécialement envie de travailler là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous, sur lequel on peut tous faire des efforts dans notre vie quotidienne. Moi, je viens de me porter candidate pour rejoindre un groupe de travail sur l'égalité femmes-hommes dans mon travail actuel, donc en plus de mes fonctions. Donc c'est quelque chose qui reste très important pour moi, oui. Très bien, et je vais te poser la dernière question classique. Un objet, une œuvre d'art, un livre, un film qui est signifiant pour toi et qui, d'une certaine manière, représente bien aussi ce que c'est que la fonction publique européenne. Alors, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe à Bruxelles, on peut aller regarder la série Parlement sur France TV, qui représente assez bien l'ambiance. C'est l'histoire d'un jeune Français qui arrive à Bruxelles pour travailler au Parlement européen et qui découvre donc les couloirs de Bruxelles, les différentes institutions, donc le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil. Et donc on voit un petit peu les intrigues, que ce soit personnelles, politiques. Et on se rend compte qu'en fait, la politique à Bruxelles, c'est pas du tout ennuyeux comme on peut se l'imaginer. Il y a beaucoup de stratégies à avoir, que ce soit pour passer une proposition législative à Bruxelles. Il faut un niveau de stratégie assez important, puisqu'en plus des groupes politiques, il y a aussi les intérêts nationaux qui s'en mêlent. Il y a vraiment un nombre d'intérêts très divers. Et donc je trouve que cette série représente assez bien l'ambiance. Ouais. Et en plus, elle est assez drôle, elle est assez comique, elle est assez accessible. En fait, elle vulgarise. Elle vulgarise assez bien ce qui se passe. Et ils ont le mérite un peu de saupoudrer d'éléments un peu techniques, de petites blagues privées, de références. Par exemple, sur le pacte de stabilité et de croissance, qui est un des épisodes. Je me souviens, moi, j'avais dit à mes parents, super, on va parler du pacte de stabilité et de croissance, qui sont des règles financières appliquées aux États membres. Je commence à limite à les briefer avant même de regarder l'épisode. Et puis en fait, c'est pas du tout ça, mais il y avait eu cette petite référence technique, discrète, qui peut faire plaisir quand on révise les matières européennes. Et on va basculer sur la partie 2 pour découvrir un petit peu tes missions en tant que fonctionnaire européenne.
partie 2 sur les missions réalisées. On va se concentrer bien sûr sur ton expérience de fonctionnaire en direction générale à la DG Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés de capitaux. Là, sur une carte de visite, ça doit être, c'est un peu long quand même. Ça fait un peu long, ouais. Et on va se concentrer sur ces 3 ans en tant qu'attaché de presse et médias pour les services financiers. Alors, avant de vraiment rentrer dans le détail de ton poste, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de l'Union européenne, et plus particulièrement la Commission, en matière de politique financière, d'approche économique, son rôle peut-être en complément des États membres, pour nous redonner un peu le contexte? Ouais. Alors la Commission européenne, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne. C'est l'organe qui propose des lois qui sont ensuite débattues au Parlement européen, qui est donc le Parlement des députés directement élus par les Européens au cours des élections européennes. Donc le Parlement européen d'une part, et le Conseil de l'Union européenne d'autre part, qui représente les pays membres de l'UE. Donc pour te donner un exemple, nous on travaillait sur les services financiers. Donc la Commission présente une proposition de loi sur un sujet financier. Cette proposition de loi est ensuite étudiée en commission parlementaire au Parlement européen et par tous les ministères de l'économie des pays membres. Donc en France, ce serait Bercy. Et ensuite, au niveau plus élevé, ce sont les ministres de l'économie de chaque pays qui se rencontrent pour approuver ou non telle ou telle loi. Donc par exemple, nous, sur les sujets financiers, la Commission, on a présenté une proposition de directive qui établit les règles pour le reporting extra-financier des grandes entreprises. Donc toute grande entreprise doit chaque année présenter des rapports sur sa performance financière et extra-financière, donc sur les sujets de développement durable, donc les sujets environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ça rejoint un petit peu la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Exactement. Donc ça, c'était géré par la direction générale où j'ai passé plusieurs années. Ensuite, cette proposition de directive, donc préparée par les services de la Commission européenne, elle va au Parlement européen, donc dans la commission parlementaire qui s'occupe des sujets économiques et financiers. Elle est débattue et votée. Il peut y avoir des amendements, donc exactement comme ce qu'on peut avoir en France. Et dans le même temps, elle est aussi débattue et amendée par le Conseil de l'Union européenne, qui représente donc les pays membres de l'UE. Et donc là, ce sont les services des ministères de l'économie et des finances de chaque pays membre qui étudient le projet de directive, qui éventuellement proposent des amendements. Et donc, chaque institution, donc le Parlement européen et le Conseil, doivent se mettre d'accord déjà entre eux sur une version de texte. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des trilogues ou des négociations interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, et la Commission européenne, on est aussi présent, pour arriver à un texte qui satisfasse tout le monde, ou en tout cas qui fasse l'objet d'un consensus. Donc évidemment, tout ça, ça prend du temps, c'est assez compliqué. Il y a des intérêts nationaux qui se mêlent aux intérêts politiques, donc c'est en général assez long, mais c'est ce qui fait qu'on arrive à trouver un consensus pour des règles qui vont affecter en fait 450 millions de personnes et toutes les entreprises qui opèrent au sein de l'Union européenne. Quand tu dis assez long, on parle de quoi, de 3 ans? Alors négociation, ça dépend, évidemment ça dépend de la volonté politique qu'il y a derrière. En général, alors évidemment ça prend du temps déjà pour présenter une proposition législative, il y a tout un processus à respecter, une étude d'impact qui doit être préparée par la Commission. Et ensuite, les négociations avec le Parlement et le Conseil, ça prend en général 1 à 2 ans, voire plus pour les sujets vraiment compliqués. D'accord. Et tu évoquais d'ailleurs les directives qui sont un type d'acte avec aussi les règlements et qui ont des effets différents avec, une fois les textes adoptés au niveau européen, sans doute des implications pour les États membres pour rendre applicables ces textes, avec justement un circuit aussi interne, sans doute au ministère de l'économie, pour derrière transposer ces directives. Tout à fait. Alors là, on rentre dans les spécificités du droit européen, mais donc il y a des directives qui doivent être transposées dans le droit national. Donc là, c'est la Commission des affaires européennes, par exemple, de l'Assemblée nationale et du Sénat qui regarde les textes, qui vérifie que on respecte bien le principe de subsidiarité, et puis qui est étudié par la commission parlementaire pertinente pour donc transposer ces règles dans le droit national. Et tu as aussi des règlements qui, eux, sont directement applicables dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Un des exemples de règlement, c'est le règlement général de protection des données, qui est quand même connu par, je pense, tout le monde, puisque ça nous affecte
Donc navigation Internet, Par exemple, c'est à cause de ça qu'on doit cocher sur accepter. ou grâce à ça. Oui, c'est vrai, grâce à ça peut-être. Et donc toi, ton poste en tant qu'attaché de presse média sur les services financiers, sur les questions financières, comment ça se matérialise? Comment tu prends tes marques? Comment tu travailles? Alors moi, j'étais en charge plus particulièrement des sujets numériques, donc tout ce qui était fintech, tout ce qui était finance numérique, tout ce qui était crypto, par exemple. La Commission européenne a présenté une proposition de loi pour réguler les crypto-monnaies au sein de l'Union européenne. Alors on a toujours le droit d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. En fait, ce qu'on a fait, c'est créer un régime réglementaire pour protéger les consommateurs, pour éviter le blanchiment d'argent et toutes les activités criminelles qui peuvent être liées aux cryptos, donc pour protéger les Européens, mais en même temps pour encourager l'innovation dans le monde des cryptos. Donc on n'était ni pour ni contre les crypto-monnaies, mais il s'agissait de leur donner un régime réglementaire pour aussi leur donner de la certitude juridique. Et en fait, c'était ce que nous demandaient les entreprises. Donc moi, par exemple, mon travail, c'était de préparer toute la communication autour de ces propositions de loi de la Commission. Donc il s'agit de préparer un paquet presse. Je travaillais de près avec le porte-parole qui s'occupait des services financiers pour la Commission, qui devait répondre aux questions des journalistes. Donc je préparais pas mal d'éléments de langage. Je préparais les stratégies de communication aussi pour expliquer ce qu'on voulait faire avec tel ou tel projet de loi. Et tu t'appuyais sur un travail initial par un de tes camarades, un de tes collègues au sein de la direction, qui lui est peut-être l'expert technique, qui va rassembler les données brutes, qui va donner les éléments, et toi derrière, tu filtres et tu fais une proposition au porte-parole pour dire, bah voilà, ça peut être intéressant d'accentuer sur tel argument, tel élément de langage. C'est ça un peu cette plus-value que tu apportes? En fait, moi, je faisais le lien. J'essayais de traduire ce qu'on faisait, qui était évidemment assez compliqué dans tout ce qui était réglementation des services financiers, pour qu'on puisse l'expliquer dans un langage plus ou moins intelligible, d'abord aux journalistes, qui ensuite relaient l'information dans les médias nationaux, et puis après, autant que possible, auprès du grand public. Alors c'est vrai que les services financiers, déjà, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il y a des sujets qui touchent les gens, en fait, qui touchent notre quotidien. Par exemple, on a présenté l'année dernière une proposition sur les paiements instantanés, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un paiement, tu le sais peut-être, ça peut mettre jusqu'à 3 jours pour arriver sur le compte bancaire du destinataire. Alors qu'en fait, la technique existe déjà pour opérer des paiements où l'argent change de compte instantanément. Sauf que les banques sont un peu à la traîne, donc on a créé une obligation pour les banques de développer en fait ces rails pour permettre les paiements instantanés. Donc ça, c'est une chose. Un autre sujet intéressant sur lequel j'ai travaillé en tant qu'attachée de presse, c'était l'euro numérique, qui est un sujet extrêmement complexe déjà à comprendre, même pour des gens qui travaillent sur les sujets financiers. Et donc moi, mon travail, ça a été de préparer au niveau de la communication l'adoption d'un règlement pour réguler la possible création d'un euro numérique par la Banque centrale européenne. Alors c'était un vrai casse-tête pour expliquer quelque chose qui n'existe pas encore, qui est très compliqué à comprendre. Et là, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, avec les représentations de la Commission dans les États membres, dans des États que j'avais identifiés comme étant potentiellement problématiques, où il pouvait y avoir beaucoup d'opposition, où il pouvait y avoir beaucoup de fausses informations qui circulaient à propos d'un possible euro numérique, où il pouvait y avoir même des manifestations. Et donc tout ça était assez sensible l'année qui précédait les élections européennes. Donc il y a eu un vrai travail de fond. Moi, j'ai vraiment pris le temps d'aller... j'ai aussi appelé les ministères de certains États membres pour essayer de créer pour essayer de vraiment aller... désamorcer dès le départ, en fait, toute velléité. Ouais. D'accord, donc un vrai travail sur le législatif et où toi, tu aidais sur la communication de ces textes. Est-ce qu'il existe d'autres fonctions, d'autres missions quand on est agent à la Commission européenne au sein des différentes directions générales? Oui, tout à fait. Il y a une multitude de métiers à la Commission européenne. Alors là, évidemment, je parlais du législatif qui est un petit peu un des cœurs de métier de la Commission. La Commission européenne a aussi des compétences exclusives, par exemple sur le commerce. Donc c'est la Commission qui conduit des négociations internationales pour des traités commerciaux avec d'autres régions du monde.
La Commission européenne s'occupe aussi beaucoup de concurrence. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, là, il s'agit d'enquêtes sur un possible abus de position dominante d'une grande entreprise. Voilà, si on parle de cas qui touchent en fait plusieurs pays de l'Union européenne, c'est très rapidement la Commission européenne qui va s'en occuper. Et sinon, il y a aussi beaucoup de métiers qui touchent à la gestion de programmes. Comme tu le sais sûrement, il y a beaucoup de programmes de fonds de cohésion, par exemple, qui sont déversés vers les diverses régions européennes. La politique agricole commune, Il y a la politique agricole commune, en évidemment. français, on est obligé de la citer. Il y a la politique agricole commune qui en fait représente un tiers du budget européen, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Donc il y a vraiment une variété de métiers. Et puis il y a les métiers qui touchent à l'international. C'est ce que je fais aujourd'hui, où on est amené à... on s'occupe en fait d'essayer d'exporter, si ce n'est nos valeurs, en tout cas quelques principes qui sont au cœur de nos législations européennes à l'étranger. Parce qu'il est vrai que l'Union européenne représente 450 millions de consommateurs, comme tu disais tout à l'heure, et a souvent une législation qui est à la pointe, en avance, et les autres régions du globe suivent et essaient de coller un petit peu leur législation à ce que fait l'Union européenne. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu notre force. On a un marché de 450 millions de consommateurs. Donc si une grande entreprise américaine ou autre veut exporter ses produits dans l'Union européenne, elle doit respecter la législation européenne. Donc le fait d'avoir une union de pays, ça nous permet quand même de peser beaucoup plus sur la scène internationale. Par exemple, le fameux RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, c'est quelque chose qui a été vraiment novateur dans le monde. On a un niveau de protection des données extrêmement élevé en Europe. Toutes les entreprises du monde doivent, si elles veulent offrir des services aux consommateurs européens, respecter ces normes en termes de protection des données. Donc ça veut dire que les grands Google, Facebook de ce monde doivent, s'ils veulent continuer à offrir leurs services aux Européens, se plier aux règles de l'Union européenne. Et sur la diversité des missions que les fonctionnaires européens peuvent réaliser, donc tu disais qu'aujourd'hui, dans tes missions en tant qu'analyste économique, il y avait aussi cette approche un peu de normes, de diffusion de la norme européenne. Et pour le reste de tes missions, qu'est-ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, donc, je suis analyste sur le G7, le G20, au sein de la Direction générale économie et finances de la Commission européenne. Donc je prépare la position de l'Union européenne au volet finances du G20. On touche à plein de sujets, par exemple la réforme du Fonds monétaire international, des banques multilatérales de développement. Moi, je m'occupe plus particulièrement des questions de dette souveraine, et notamment de restructuration de dettes de pays qui sont en difficulté financière et qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes. En fait, les règles pour ces restructurations de dettes sont fixées au niveau du G20. Donc moi, je vais préparer la position de l'Union européenne sur ces sujets, donc que ce soit au niveau technique, où je participe dans des groupes de travail, ou au niveau politique, où je prépare la position de mon commissaire, Paolo Gentiloni, qui est le commissaire européen aux affaires économiques et financières, voire de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sur les sujets économiques. Et vous êtes une équipe de combien ? Parce que je suppose que quand même parler de restructuration des dettes souveraines, de position de l'Union européenne sur ces questions-là, à la DG, vous êtes combien à travailler dessus ? Raconte-nous un petit peu plus cette armée de fonctionnaires européens. Alors sur la dette, c'est ma modeste personne, mais évidemment, il y a tellement de sujets sur lesquels on travaille. Dans mon équipe, on est une quinzaine de personnes et évidemment, on travaille de très près avec d'autres directions générales. Donc, par exemple, sur les sujets de fiscalité, avec la direction générale de la fiscalité, sur les sujets de climat et d'environnement. Donc, on travaille évidemment avec les experts de nombreux autres services. D'accord. Et d'un point de vue plus concret, comment ça se passe une négociation au G20, une représentation de l'Union européenne ? Est-ce que tu as des exemples un petit peu d'anecdotes croustillantes là-dessus ? Écoute, croustillante, je sais pas, mais pour te donner un exemple un petit peu plus concret, en septembre 2023, on m'a envoyé à Séoul, en Corée du Sud, pour participer à un groupe de travail sur l'architecture financière internationale. Et donc, il y avait des représentants de chaque pays du G20, y compris des États membres de l'Union européenne, y compris la France. Et donc, on était tous envoyés pour parler notamment de réforme des règles de restructuration de dette. Donc, en pratique, il y a une grande table autour de laquelle on est tous assis. Moi, il se trouve que j'étais assise à côté des Français, donc ça fait quand même toujours plaisir. Et donc, chacun donnait la position de son pays et on essaye d'avancer, de résoudre les points de tension.
Donc on fait un tour de table et on a 5 minutes pour présenter la position. Ça se passe comment une négociation 25 personnes autour de la table et qui ont chacun leur avis différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un récapitulatif des plus, des moins, des avantages, des inconvénients de telle position et comment ça se passe matériellement? Ouais. Alors autour de la table, ce qui se passe, c'est que pour parler, on lève sa pancarte, on donne la position officielle qui a été bien préparée, sur laquelle on s'est mis d'accord avant de partir. Et souvent, en fait, les négociations se font vraiment en dehors de la table. Moi, sur mes sujets, il y a pas mal de points sur lesquels on n'est pas d'accord et où ça bloque. Donc le jeu, ensuite, c'est d'aller essayer de parler avec les uns les autres pour voir comment on peut aller débloquer les sujets. Nous, la Commission européenne, on doit évidemment beaucoup se coordonner avec nos États membres qui font aussi partie du G20, donc la France, l'Italie, l'Allemagne. Il y a aussi des pays invités comme l'Espagne, par exemple. Mais au G20, on parle de quels États membres? Pourquoi l'Union européenne y est? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus de détails là-dessus? Parce Ouais. que c'est vrai qu'on parle du G20 depuis le début et on a omis de le définir un peu plus de manière scolaire. Alors le G20, c'est un forum international qui rassemble les 20 premières économies mondiales. Donc il y a notamment les États-Unis, il y a aussi la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, il y a aussi la Russie. Alors je te laisse imaginer que les relations sont un petit peu tendues avec ce pays depuis qu'ils ont envahi l'Ukraine. Et l'Union européenne est un membre à part entière du G20. On est représenté au volet finance par la Commission européenne et aussi par la Banque centrale européenne, aux côtés de certains de nos États membres, qui sont aussi des grosses économies mondiales, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, qui est aussi un membre invité. Donc évidemment, nous, en tant que Commission européenne, on doit aussi coordonner notre position avec nos États membres pour être sûr de dire la même chose autour de la table. Et donc, quand on travaille sur le G20, il y a différents niveaux. Au niveau technique, groupe de travail, on prépare un petit peu, on essaie de faire avancer les choses sur différents sujets. Ensuite, il y a le niveau ministériel. Donc moi, dans mon travail, je prépare les réunions des ministres des Finances. Donc là, c'est mon commissaire qui représente la Commission européenne qui va rencontrer Bruno Le Maire pour la France, par exemple, Janet Yellen pour les États-Unis. Donc moi, là, je vais préparer ce qu'il va dire. Je vais aussi préparer un peu les sujets sur lesquels on a besoin de faire des progrès dans ces réunions bilatérales. Et puis ensuite, il y a le niveau chef d'État. Donc là, c'est Macron, Biden, Ursula von der Leyen pour la Commission européenne qui se rencontrent. Et donc là, je vais préparer un petit peu la position. D'accord, donc tu prépares ces positions et tu les transmets aux autorités, en tout cas légitimes, qui représentent aux différents niveaux. Est-ce que ça fonctionne un petit peu comme en France, avec le commissaire, il a son cabinet, avec ses conseillers techniques qui demandent à l'administration, qui demandent à la direction générale de nous faire remonter les éléments sur tel dossier, un peu à la manière d'un ministre avec son cabinet et l'administration, ou d'un élu avec son cabinet et l'administration. D'une certaine manière, tu travailles comme ça, directement avec le cabinet du commissaire? Tout à fait. Donc le commissaire a son cabinet, un peu comme un ministre aurait son cabinet ministériel. Et donc nous, on travaille en lien avec le cabinet sur des sujets un petit peu plus politiques. Et côté administration, vous êtes combien d'agents? En tout, on est 30 000 personnes réparties surtout à Bruxelles, un peu au Luxembourg et dans nos délégations dans le monde entier, ainsi que dans nos représentations dans les États membres. 30 000 agents, d'accord. Le pendant, souvent qu'on a dans des grandes administrations, c'est d'avoir aussi des postes opérationnels, terrain, contact avec les usagers, à côté des postes experts. Est-ce que toi, dans ton poste, tu as un contact avec les usagers? Par les usagers, t'entends les Européens? Les Européens, effectivement. Écoute, moi, dans mon poste, pas trop, parce que du coup, c'est vraiment des missions de diplomatie internationale. Après la Commission européenne, on a des représentations dans chaque État membre qui sont en contact direct avec les Européens et dont le rôle est de promouvoir les politiques européennes auprès du grand public. Donc en France, il y en a deux, une à Paris et une à Marseille. Ce sont des postes qui, je pense, sont très intéressants, qui changent beaucoup de ce qu'on peut être amené à faire à Bruxelles. C'est vrai qu'on est souvent accusés, les technocrates bruxellois, d'être dans notre tour d'ivoire et d'être assez loin des préoccupations des gens, alors que je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait par nos représentations dans les États membres pour déjà promouvoir les politiques européennes auprès du grand public, traduire, expliquer, aller à la rencontre des citoyens, d'une part, et d'autre part, faire remonter les préoccupations des Européens, donc des Français, des Italiens, des Allemands, etc., auprès du niveau central à Bruxelles.
Est-ce que ça te manque cette partie contact avec les usagers? Est-ce que tu t'y verrais peut-être travailler en représentation? Franchement, je pense que c'est des métiers très intéressants et moi, ça pourrait vachement m'intéresser, ouais, de passer quelques années, écoute, de passer quelques années à Marseille ou à Barcelone ou à Rome, ça pourrait être intéressant. Non, plus sérieusement, je pense que c'est vraiment des métiers super importants que peut-être on peut sous-estimer quand on est au niveau central à Bruxelles, mais ce sont vraiment eux qui sont au contact avec les Européens et qui voient aussi ce que les gens pensent de l'UE. En parlant de contact avec les usagers, ces électeurs aussi, quel est l'impact un petit peu des élections à venir sur ton métier, sur le rythme? Comment tu vois les choses? Écoute, pour nous, ça a un impact énorme, et pas seulement pour nous, pour les 450 millions d'Européens, parce que ça a un impact sur la politique européenne. On a la chance de pouvoir voter directement pour des députés qui vont nous représenter au Parlement européen. Les élections auront lieu cette année, en 2024, donc j'encourage fortement tous tes auditeurs à aller voter. Ça ne sert pas à rien, ça sert à avoir une voix en fait, au sein de la politique européenne. D'ailleurs, soit dit en passant, je trouve ça assez incroyable qu'on ait réussi à se doter d'un Parlement international où on envoie chacun des représentants qui vont voter sur des sujets, sur des enjeux qui dépassent nos frontières. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez beau comme institution, donc je pense que c'est important de voter. Alors moi, comment ça va m'affecter personnellement? À la suite des élections, il y a un nouveau collège de commissaires qui est formé, donc il y a un petit peu l'équivalent du gouvernement, avec une nouvelle personne qui va prendre la tête de la Commission européenne, un nouveau commissaire sur les sujets économiques et financiers qui va déterminer l'impulsion politique qu'on doit suivre. Donc ça va changer mon travail. Et puis évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent sur du législatif, ça va évidemment changer l'orientation politique des grands textes sur lesquels on est en train de travailler. Donc très épanouissant pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui, pendant un an, met en œuvre la politique d'un commissaire, de devoir un peu tout changer, tout reparamétrer. Bon, il y a quand même une certaine continuité dans une certaine mesure. Alors évidemment, nous, notre travail, c'est aussi d'expliquer aux commissaires ce qu'on était en train de faire et de présenter nos recommandations. Mais comme en fait, quand on travaille dans un ministère français, ça reste le ou la commissaire qui a une légitimité politique et donc on doit suivre la direction qu'il ou elle nous donne. On fait beaucoup de comparaisons avec les fonctionnaires français, le fonctionnement administration, ministère, cabinet. Est-ce que tu te verrais faire partie de la fonction publique française, quitter un peu cette grande famille européenne? Est-ce qu'il y a une différence, une distinction que tu vois quand toi tu travailles à la Commission européenne? Je pense qu'il y a pas mal de différences. Déjà parce que quand on devient fonctionnaire européen, on doit réussir à enlever notre casquette nationale. Donc je dois, en tout cas dans la mesure du possible, oublier que je suis française, ne pas défendre l'intérêt des Français, mais défendre l'intérêt européen. Alors évidemment, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Et en pratique à la Commission, on voit quand même qu'on garde évidemment des affinités nationales. Donc par exemple, quand j'ai rencontré les représentants de la France à Séoul pour une réunion de travail du G20, et ben le soir, je suis allée boire des bières avec les Français. Ça m'a fait vachement plaisir. On a parlé de politique française. Donc, en pratique, c'est très difficile de faire abstraction du pays où on est né, où on a grandi, où on a été éduqué. Après, les autres différences que je verrais, je pense que la fonction publique européenne est un petit peu moins hiérarchique que la fonction publique française. Elle s'en est beaucoup inspirée pour son fonctionnement, mais en pratique, comme on a ce mélange de culture, en fait, ça dépend beaucoup de la nationalité de ton chef, par exemple. Donc que ton chef soit italien, ton ou ta chef d'ailleurs, soit italien, allemand, autrichien, polonais ou français, évidemment, tu vois des différences de fonctionnement. Et tu le vois aussi beaucoup avec tes collègues. Donc, il y a par exemple, je remarque que les Français ou les Italiens ont tendance à rester assez tard le soir, alors que les Hollandais vont partir à 17h pour aller retrouver leur famille. Donc, c'est assez intéressant. Et peut-être que les Hollandais arrivent plus tôt au travail. Les Hollandais et les Allemands arrivent plus tôt au travail. Donc, ça fait un petit peu un grand mix où chacun arrive en fait avec sa culture, avec ses méthodes de travail. Et donc, c'est un peu plus bariolé, on va dire, que la fonction publique française. Donc quelques différences, mais bon, aussi quelques points communs, bien sûr. Et donc on va voir dans cette partie 3 comment on intègre cette fonction publique européenne.
Partie 3, conseils sur les concours, mais aussi sur la vie professionnelle. J'aime toujours commencer cette partie 3 par une anecdote, un conseil professionnel que tu aurais aimé avoir en amont d'une situation à laquelle tu as fait face. Un conseil, une anecdote à nous partager là-dessus. Quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, moi j'ai rejoint la fonction publique européenne très jeune. J'ai passé les concours, j'avais 23-24 ans, donc j'ai commencé à travailler à la commission à voilà, 24-25 ans. Et je pense que j'avais sous-estimé le niveau d'autonomie qui était requis en fait de la part d'un fonctionnaire européen, dans le sens où moi j'étais plus jeune que le stagiaire de notre équipe. Et j'arrivais du privé où mes tâches étaient extrêmement bien définies, où j'avais un manager qui lui-même avait un manager. Et je suis arrivée là, en fait, où personne m'a expliqué ce que j'étais censée faire. Personne m'a vraiment donné des tâches assez précises. J'ai dû attendre assez longtemps avant d'avoir un portefeuille de sujets bien établi. Donc en fait, j'ai eu un peu l'impression d'avoir été jetée dans le grand bain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez difficile. Et je pense que peut-être ça aurait pu, avec le recul, je pense que j'avais assez peu de maturité professionnelle et que ça aurait pu être utile d'avoir un petit peu plus d'années d'expérience professionnelle avant de rejoindre la commission. Parce que tu es arrivé sur un poste administrateur, donc avec des responsabilités assez élevées. Si on fait la comparaison avec les postes dans la fonction publique française, CBA et A+, donc c'est A+, pour la fonction publique européenne. Donc peut-être que ce que tu aurais apprécié, c'est donc d'avoir une sorte de conseil, comment on entre en poste, ce qui est attendu, ce qu'on doit absolument discuter avec ses supérieurs pour vraiment savoir, ok, là, je suis attendu là-dessus, et j'ai tel dossier qui vont arriver dans l'année. Exactement. Et il se trouve que moi, j'avais un supérieur hiérarchique qui était extrêmement occupé, qui n'avait pas forcément le temps de s'occuper de la nouvelle arrivante dans l'équipe. Donc là, bon, évidemment, moi, je me suis bougée, je suis allée voir tous mes collègues pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de trouver ma place. Mais ça a été assez difficile justement de me frayer un chemin dans cet environnement qui était donc assez nouveau pour moi, qui était assez différent en fait des stages que j'avais pu faire, y compris dans la fonction publique française et européenne. Et donc, de manière générale, je pense que c'est quelque chose qu'on doit savoir quand on s'apprête à rejoindre la fonction publique européenne. On attend de nous, je pense, une certaine maturité professionnelle que j'avais pas forcément à l'époque. Il faut savoir que l'âge moyen pour passer les concours généralistes que j'ai passés, c'est plus 32-33 ans que 23 ans. Et donc, comme j'arrivais en tant que fonctionnaire, même si j'étais très jeune et que j'avais très peu d'expérience, tout le monde s'attendait à ce que je sache directement ce qu'il fallait que je fasse, ce qui a été pour moi assez difficile. Ben, parlons justement des concours européens. C'est quand même assez original cette idée que c'est 32-33 ans à la moyenne d'âge pour passer le concours de la fonction publique européenne. Je pense par rapport au concours externe en France, c'est beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune. Comment ça se fait? En fait, comment t'expliques cette différence d'âge? Est-ce qu'il faut d'abord travailler 3, 4 ans, 5 ans dans le privé avant de passer ces concours? Et d'ailleurs, peut-être explique-nous les épreuves, ce qui est attendu. Ouais. Alors, en théorie, non, il ne faut pas d'expérience professionnelle pour passer le concours que j'ai passé. C'est un concours qui est ouvert à tous les diplômés qui ont obtenu un diplôme d'au moins 3 ans après l'équivalent du bac dans leur pays. En pratique, alors déjà, dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, les gens étudient beaucoup plus tard, font peut-être plus d'années de césure, plus d'expérience à l'étranger. Donc, encore une fois, moi, je me retrouve avec des stagiaires qui parfois sont encore aujourd'hui plus âgés que moi, ce qui est assez bizarre. Ensuite, il y a le fait que ce sont des concours qui sont plus tournés vers les compétences. Donc, à la différence des concours français, qui sont vraiment des concours de connaissances et de méthodologie, de dissertation, etc., les concours européens, en fait, sont composés de différentes épreuves qui vont essayer d'évaluer tes compétences en termes de travail en équipe, tes compétences organisationnelles, ta capacité à savoir gérer les urgences, ta capacité au leadership, par exemple. Et donc, ce sont en fait des compétences que par nature, tu développes beaucoup dans le monde professionnel. Et donc, tu es plus à même de passer ces concours si tu as déjà en fait quelques années de travail derrière toi. Et donc, toi, tu passes le concours AD5 généraliste en 2018-2019. Quelles étaient ces épreuves-là, ces épreuves sur les compétences? Comment tu t'y es préparé?
Alors franchement, c'était un petit peu les Hunger Games, ce concours, parce que ça dure 1 an en tout. Enfin, ça a duré 1 an. Maintenant, ils ont changé un petit peu le format de l'épreuve. La première étape, c'était des tests de logique, de raisonnement verbal, numérique et abstrait, et de jugement situationnel, donc comment tu vas réagir dans telle ou telle situation. Ensuite, on arrivait à une épreuve qui s'appelait le bac à courrier, où on se trouvait devant une boîte mail de l'enfer, où tu avais plein de mails pour comprendre une situation donnée, et il fallait indiquer comment tu réagissais à telle ou telle situation. Et tout ça, en fait, se terminait par un centre d'évaluation, où on te mettait en situation physiquement, en fait, avec des oraux, un exercice de groupe, une présentation, des entretiens de compétences. Donc ça fait énormément d'épreuves. Donc en fait, s'il y a quelque chose à en tirer, c'est qu'il faut d'abord avoir la volonté de les bosser en fait sur une durée assez longue. Mais rassure-moi, tu as parlé de Hunger Games. Personne ne meurt quand même dans... Personne ne meurt, mais on en sort parfois un petit peu meurtri. Pour te dire, en fait, l'année où j'ai passé le concours, il y avait environ 50 000 inscrits. Et à la fin, on était 158 lauréats sur la liste de réserve. Donc il y a un écrémage absolument énorme qui se fait. Et il faut avoir la volonté de poursuivre jusqu'au bout, on va dire. Donc c'est un concours qui peut faire assez peur. En pratique, si on s'y prépare bien, sur les 50 000 inscrits, il y en a évidemment beaucoup qui s'inscrivent comme ça pour tester, etc. Pour tester, ou qui n'y vont pas. Il faut pas en avoir peur. Enfin, c'est possible. C'est quand même 0,33%. C'est quand même un pourcentage assez bas, effectivement, mais on est plusieurs, par exemple, de ma promo de Sciences Po à l'avoir passé, donc c'est tout à fait possible. Et pour les Français, il y a combien de places ? Alors, il n'y a pas de quota par nationalité. C'est un concours qui se fait au mérite et à aucun moment la nationalité n'est prise en compte dans le concours. Ensuite, quand on arrive sur une liste de réserve, cette liste de réserve nous donne le droit de chercher un poste, en fait, de postuler, de rentrer sur le marché du travail de la fonction publique européenne. Donc, on doit encore chercher un poste. Et c'est à ce moment-là que peut-être ta nationalité peut rentrer en jeu, si par exemple, ça pourrait être utile d'avoir un ou une Française dans l'équipe. D'accord. Mais il y a quand même des exigences sur les langues. On attend de toi, bien sûr, que tu parles anglais couramment. Enfin, c'est évident. Est-ce que le français peut être attendu de la part d'autres candidats qui viendraient des pays, de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Espagne? Tout à fait. Alors, il y a 3 langues de travail au sein de la Commission européenne. L'anglais, qui est vraiment notre langue de travail de tous les jours, mais aussi le français et l'allemand. Et donc, pour passer un concours européen, il faut, en plus de ta langue natale, savoir parler l'anglais, le français ou l'allemand. Et sur le format du concours, est-ce qu'il a évolué ? Quels sont aujourd'hui les attendus si nos auditeurs veulent réussir, veulent passer ce concours ? Oui, alors il a été un petit peu réformé dans les dernières années, ce qui est une plutôt bonne chose parce que ça prenait vraiment des plombes pour le passer, ce concours. Donc ils ont un petit peu raccourci le temps qu'il faut pour passer les épreuves. Maintenant, ce sont des épreuves écrites. Ils ont réinjecté un petit peu plus de connaissances sur l'Union européenne dans le nouveau concours. Et ensuite, l'oral se fait directement quand on veut se faire recruter par le service auquel on postule. Et alors sur l'ancien format, mais bon, je pense que les conseils que tu as donnés se retrouvent sur le nouveau format du concours. Comment tu l'as travaillé ce concours ? Comment ces épreuves techniques, ces épreuves sur les sujets psycho, sur l'oral, sur la présentation, sur les compétences à montrer, comment tu l'as révisé ce concours ? Alors moi ce que j'ai fait, c'est quand j'étais encore en master à Sciences Po, je m'étais inscrite au centre de formation au concours européen de Sciences Po, qui en fait était gratuit pour les étudiants, donc j'en ai profité. Et ça m'a été assez utile ensuite pour passer le concours. Et franchement, il y a un nombre incroyable de formations, de livres qui sont sur le marché pour préparer ces concours. Est-ce que sur ces livres-là, tu en aurais quelques-uns à recommander ? Franchement, moi, je les ai tous achetés. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il y a un site qui s'appelle EU Training, par exemple. Il y a beaucoup de livres sur le marché. Il y en a un de la documentation française qui est vraiment excellent, donc écrit en français. Alors, je suppose qu'ils sont tous adaptés au nouveau format des concours. Et puis après, ce que je conseillerais, en plus des concours, c'est d'aller faire un stage à la Commission européenne. On a ce qu'on appelle les stages Blue Book ou livre bleu qui permettent à des jeunes de venir travailler à la Commission européenne pendant 5 mois. Je pense que c'est une bonne manière de découvrir l'institution, de voir si le travail peut plaire ou pas. Et après, pour certains de ces stagiaires, il y a la possibilité d'entrer dans un programme qui s'appelle le programme des jeunes juniors professionnels, des professionnels juniors, qui permet ensuite d'aller passer 6 mois dans différentes directions générales de la Commission et ensuite de pouvoir passer un concours interne
pour passer fonctionnaire européen. Il y a aussi beaucoup de contrats temporaires, donc d'agents temporaires et contractuels qui travaillent à la commission. C'est aussi un moyen de travailler quelques années dans les institutions et éventuellement de pouvoir passer un concours interne à la sortie. Et peut-être un dernier conseil, moi j'ai été ambassadrice étudiante pour EPSO, qui est l'organisme qui gère les concours européens, à UCL à Londres et à Sciences Po à Paris. Donc c'est possible que dans votre école, votre université, il y ait un représentant en fait d'EPSO dont le rôle est d'expliquer les carrières européennes, comment fonctionnent les concours, comment on peut réussir à décrocher un stage. Donc j'encourage fortement tes auditeurs à se renseigner, à voir s'il n'y aurait pas un ambassadeur EPSO dans leur école. Et sur l'anglais, comment on peut le préparer pour les institutions européennes ? Est-ce qu'il y a un anglais spécifique propre à la commission par rapport à un anglais plutôt universitaire ? Alors sur l'anglais, il n'y a pas d'épreuve d'anglais en tant que telle. Donc les concours, en fait, on sélectionne une langue 1 et une langue 2. Moi, j'avais pris langue 1 français, langue 2 anglais, sachant que, par exemple, un italien peut très bien se dire je vais le passer en langue 1 italien, langue 2 français. Ou un français pourrait se dire en français et en allemand, par exemple. Mais la majeure partie des concours se déroule en langue 2. Donc il faut être assez à l'aise dans une langue étrangère pour pouvoir passer des épreuves assez compliquées. Après, voilà, le niveau d'anglais est évidemment très bon puisqu'on travaille en anglais. C'est pas non plus complètement inaccessible. Et puis en fait, on change pas mal de langues. Moi, il m'arrive au cours d'une journée de changer du français à l'anglais, à l'italien pour travailler avec mes collègues italiens. Et tu parles italien en plus ? Et je parle italien et espagnol, un Waouh. petit peu d'allemand, ce qui est notre lot commun à beaucoup de fonctionnaires européens. Ah oui, mais souvent, les gens parlent aussi français à la commission. Donc, il faut savoir parler anglais, mais il ne faut pas être désespéré non plus si le niveau d'anglais n'est pas excellent. Très bien, d'accord, ok. Bon, là, j'étais un petit peu optimiste quand même, parce qu'il faut quand même bien parler anglais, mais... Voilà nos auditeurs rassurés, mais il faut quand même parler anglais, attention, parce que de toute façon, sur les autres concours, de manière générale, l'anglais... il faut quand même savoir parler anglais. Ouais. L'anglais reste une matière principale. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, et est-ce que tu as un livre, un conseil de lecture à nous donner ? Conseil de lecture, écoute, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La diplomate, d'une écrivaine allemande qui s'appelle Lucy Fricke, qui est assez intéressant, même si ça ne rejoint pas forcément mon travail de tous les jours, mais tu vois un petit peu la vie d'une femme qui devient ambassadrice, qui doit gérer des situations un peu partout dans le monde. Assez intéressant, donc je recommande. Très bien. Ton poste, tes missions relèvent aussi comme de la diplomatie de manière générale, et ça doit sans doute faire écho aussi à l'épisode de Raphaël sur justement la diplomatie au Quai d'Orsay. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Un mot de la fin, peut-être quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise aussi quand j'étais plus jeune. Vous inquiétez pas sur votre parcours. Moi, mon parcours, ça a beaucoup été en fait suivre mes envies, saisir des opportunités à un moment de ma vie qui m'ont mené ça et là. Et en fait, je pense que je m'inquiétais un petit peu de la cohérence de mon parcours et je pense que la cohérence, on la voit beaucoup a posteriori. Il ne faut pas non plus se mettre trop de pression sur son parcours. C'est possible de bifurquer, c'est possible de faire plein de choses dans la vie. Et les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Voilà. Super, merci Lucille. Merci à toi David. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.